Hommes, femmes, jeunes, bref, fidèles téléspectateurs, nous sommes là pour votre émission Femmes. Nous recevons pour ce nouveau numéro Maître Lutandila Belinda. Elle est avocate, présidente d'une ONG. Il s'agit de l'ONG Réseau de Congo, Genre et Développement. Madame, bienvenue sur ce plateau. Pourquoi avoir choisi de faire le droit? Par passion? Non, enfin au début c'était pas du tout par passion, non, je l'avais pas choisi. Moi j'avais commencé l'université en faculté de psychologie. J'ai fait 2 ans et malheureusement comme c'était une université privée, les professeurs étaient payés sur le minerval des étudiants. Et la faculté de psychologie, il y avait presque plus d'étudiants, tout le monde fuyait, changeait de faculté. Donc on est resté à peu près 10. Et donc l'université ne pouvait plus prendre en charge les professeurs en faculté de psychologie. On a dû fermer la faculté. Et je suis restée quelques mois sans étudier et mon père est allé dans une université qui venait d'ouvrir, qui venait d'ouvrir, dont certaines facultés venaient d'ouvrir. Mais moi, j'avais demandé de m'inscrire à la faculté de théologie. Mais arrivé là, lui, il a estimé de m'inscrire en faculté de droit. Il est venu m'annoncer que voilà, la théologie, on est déjà nombreux pasteurs dans cette famille, si on peut changer un peu, ça serait bien. Vous êtes femme de lettres déjà dès le départ. Voilà, alors. Oui, j'ai fait la section littéraire. Et on dit souvent que les femmes qui ont fait les droits sont difficiles. Est-ce que vous... Je ne pense pas que... Non, j'appuie pas. Je pense qu'elles sont pas difficiles. Elles ont juste besoin de s'exprimer, c'est tout. Parce qu'elles ont le savoir, elles ont la connaissance, elles veulent partager cette connaissance aux autres. Donc, quand il y a un point de vue, elles ne sont pas là pour être des bénis oui-oui. Elles voudraient partager ce qu'elles connaissent. Et les gens estiment qu'en voudrant s'exprimer, elles deviennent difficiles. Je ne vois pas pourquoi. Elles en font un peu trop. Elles mélangent leurs droits au ménage, à la vie de société. Ça devient trop de logique et finalement... Oui, ça c'est, je crois, dans toute catégorie, dans toute classe, il y a toujours des principes et des exceptions. C'est vrai qu'il y a celles-là qui veulent exagérer, elles oublient que dans le ménage, il n'y a pas de droit, il n'y a pas, je sais pas moi, la prépondérance des principes juridiques. Il faut au contraire utiliser ces principes juridiques pour bien être dans son foyer, donc être apaisé, ne pas confondre, peut-être si on est avocat, ne pas confondre le prétoire à ce qui se passe à la maison. Quand le mari parle, la femme pense qu'elle est devant le tribunal ou la cour d'appel, oui, elle commence à faire voilà, de défendre, oui, mais de quelle manière? Là, elle prend le temps comme si c'était une plaidoirie. C'est ça le mal. Donc il faut faire le distinguo entre la vie familiale et la vie professionnelle. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dresser un état des lieux par rapport à la présence des femmes dans ces secteurs de la justice? C'est quand même assez représentatif ou il y a encore des efforts à fournir? Dans le secteur de la justice, je prends la magistrature et la profession d'avocat. Je vois qu'il y a un développement très fort de la présence féminine. Et aujourd'hui, quand vous allez même dans les cours et tribunaux, dans les parquets, vous remarquez qu'il y a beaucoup de femmes. Vous voyez un magistrat, vous voyez encore de l'autre côté une magistrate. Et les avocates, n'en parlons même pas. Il y a maintenant plus beaucoup d'avocates. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Je crois que dans ce secteur-là, on peut dire qu'il y a une certaine bonne évolution. Est-ce que ça fait améliorer la condition de la femme par rapport peut-être à ses droits? Le fait que vous soyez quand même assez nombreuses, vous militez, il y a plus de lobbying, plus de plaidoiries maintenant. Je pense qu'il y a une prise de conscience un peu plus accrue, parce que bon, le fait que les femmes soient un peu plus nombreuses dans le secteur du droit, c'est qu'elles commencent à connaître leurs droits. Mais malheureusement, disons que la femme, elle est majoritaire dans la population. Le nombre, si on prend le pourcentage de 52% qu'on donne de la présence féminine dans la population, on prend le pourcentage de celles qui connaissent leurs droits. Le chemin est encore très long à parcourir. Le chemin est encore très long à parcourir, vous l'avez dit justement. Quand vous analysez la situation de la femme en général, est-ce qu'on est dans le bon ou il y a encore beaucoup à améliorer? Je vais prendre 2 domaines. Dans le sens de la politique générale du pays, il y a une évolution. Nous avons beaucoup de lois qui ont été proposées et promulguées dans le sens de promouvoir les droits de la femme. Cela, nous devons dire félicitations et merci. Bon, cela ne vient pas seulement des efforts du gouvernement ou du président de la République avec récemment la déclaration d'octroi des 30% à la femme, mais cela vient d'une lutte de plusieurs années des femmes qui ont toujours voulu s'exprimer. Et ça commence depuis l'émancipation de la femme, la promotion de la femme, la condition féminine. Oui, beaucoup de termes. Voilà, l'approche genre. Et même
même actuellement l'approche genre et développement. Pas seulement donner les mêmes chances à la femme dans la société, mais que cette participation contribue au développement. Et donc, du côté de la politique générale, cela évolue. Mais dans la pratique, il y a un problème de vulgarisation. Combien de femmes savent qu'il y a cette politique générale, il y a ces droits-là qui l'ont octroyé. Donc, il y a un problème de vulgarisation pour que les femmes puissent s'en approprier et les appliquer. Est-ce que c'est seulement la faute incombe seulement aux gouvernants ou bien il y a aussi une part, la responsabilité des femmes? C'est vrai quand on parle de la vulgarisation, c'est là incombe aux décideurs de vulgariser ses droits, de vulgariser tout ce qui concerne la femme par rapport à son développement. Mais est-ce que la femme elle-même, elle a pris conscience ou il faudra un peu la booster encore davantage? Comme vous venez de le dire, il y a d'abord le gouvernant qui pose la politique générale et doit la vulgariser. Mais le gouvernement, c'est qui? Moi, j'aime à dire l'État, c'est qui? C'est vous et moi. L'État donne le temps, mais a des partenaires sociaux. Toutes ces ONG qui pilulent dans le pays. C'est vrai que, bon, enfin, on en fait partie. J'allais aussi le dire. Voilà, et donc... Vous faites partie de ces ONG qui pilulent dans le pays. Et donc, il y a, certaines ONG vont nous dire qu'il y a un problème de moyens. Ça, c'est vrai. Il y a une réalité, un problème financier. Parce que pour descendre dans des coins peut-être un peu plus reculés, il y a un problème de déplacement. Ceux qui reçoivent des moyens, leur devoir justement, c'est de faire des descentes sur le terrain pour vulgariser. Parce que la loi doit être une loi de proximité. Ces ONG sont censées être, enfin nous sommes censés être les ONG de proximité, nous qui vivons avec la population. Notre devoir, c'est partout où nous sommes, de faire passer le message. Et pas seulement les ONG, mais ceux qu'on appelle les leaders d'opinion. Partout où ils se trouvent, il y a des mamas Mokambi, il y a des mamans, je sais pas moi, Kengi, selon les dénominations de chaque religion, de chaque église. Mais le message peut passer très facilement. On voit dans certaines organisations religieuses, il y a aujourd'hui la journée des mamans, filles de Sarah, si on doit citer, des groupes comme ça, c'est à travers tous ces mécanismes. Donc on doit utiliser tous les canaux et tous les outils de communication. Vous pensez que par rapport à la sensibilisation, l'Église aussi a un rôle à jouer? Tout à fait. Ils font partie des leaders d'opinion. Ceux qui dirigent les églises, quand ils prennent le micro pour parler, le message passe. On dit, dites Amen. Nous tous, on dit Amen. Mais ça va aussi ça va poser problème plutôt, j'allais dire, parce que dans certaines églises, quand on parle de la soumission de la femme, et y ajouter le concept d'émancipation ou de développement, c'est un peu contradictoire. Ça, c'est justement, il faut qu'on explique qu'est-ce que c'est l'émancipation ou le genre tel qu'on le dit actuellement et la soumission telle que le veut la Bible. Le genre, je commence par le genre. L'approche genre, je crois que j'ai dit tantôt, c'est faciliter l'accès des femmes et des hommes au niveau social. Toutes les filles à l'école, toutes les filles à l'église aussi, comme les hommes, toutes les filles... Non, les filles à l'église, elles sont déjà plus nombreuses. On aime même bien les femmes à l'église parce que la charge la plupart des besoins de l'église, c'est les femmes qui assument, entre guillemets, pas peut-être devant l'autel, mais les autres, là, c'est les mamans qui nettoient l'église, c'est les mamans qui font ceci, cela. Donc, on aime bien voir les femmes dans l'église. De ce côté, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais du côté femmes à l'université, mais on voudrait aussi qu'on dise femmes, toutes les femmes, selon les mêmes compétences, pas par faveur, pas par, je sais pas moi, promotion canapé comme on dénonce, mais avec les mêmes compétences. Les points sexuellement transmissibles. Les points sexuellement transmissibles. Ce qu'on demande, c'est que toutes les filles, comme les garçons, tous les garçons à l'école, mais aussi toutes les femmes au travail. Mais les femmes font aussi font preuve de beaucoup de faiblesse par rapport à leurs compétences, par moment. Je ne pense pas. Il y a aussi des hommes... À l'université, par exemple, au lieu d'étudier, elles sont dans des coins en train de se raconter des histoires, alors que l'homme, pendant la nuit, il étudie et en fin de compte, il sait qu'il va obtenir ses points. Il les a mérités. Ce n'est pas toujours le cas du côté de la femme. En tout cas, dans l'université, moi j'ai étudié, je parle de mon propre exemple. Si vous prenez même le classement, par rapport à... Là, je prends seulement les dernières années, graduat et licence. Quand vous sortez pour la collation des grades, on vous classe selon la distinction, ceux qui ont distingué, ceux qui n'ont pas distingué. Mais quand on vous classe, c'est là que vous savez, ah, j'ai distingué, mais c'est bien, parce que vous êtes devant. Il y a 1, 2, quand j'ai dit 2 au féminin, 3 au féminin et les autres suivent. C'est pour vous dire que les femmes, contrairement à ceux à
À l'image qu'on donne, c'est pas vrai. Et quand vous dites que les femmes sont à côté, les filles sont à côté pour étudier, il faut regarder, il faut pas seulement regarder, voir que ce sont des filles qui se sont mises de côté. Regardez parmi elles. Enfin, avec elles, il y a des hommes. Ça veut dire que dans l'université, il y a des fainéants et des fainéantes. C'est pas parce qu'on voit une fille, c'est vrai que on dit que la femme porte la nation. Donc la femme, on est plus sévère avec elle. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Mais dire que c'est la femme qui est toujours à côté, là elle étudie pas, c'est pas vrai. Il y a les hommes et les femmes. Justement, par rapport à cette question de la responsabilité de la femme, aujourd'hui, quel devait être selon vous le rôle de la femme au sein de la société en général ? Le rôle de la femme, moi je dis, elle est partenaire à l'homme. C'est pas qu'aujourd'hui, moi j'aime pas. Enfin, on a été femme revendicatrice pour justement élever ce niveau, pour se retrouver. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans les coulisses, je suis fière de voir quand on vient vous solliciter, c'est qu'il y a une considération de la femme. On ne dira pas moi c'est ton ambokate. Ces concepts-là justement, il faut les écarter et prouver par ses compétences. Je crois que vous les faites parmi d'autres dans votre chaîne B1 et je vous en félicite. Et donc le rôle de la femme, c'est à côté de l'homme, tel que le fait dans la maison. Parce qu'on dit que la femme, elle appuie. Dans la Bible, on dira l'os de maison. Elle est l'être semblable. Parlons de liant la soumission. Et aussi, il faut regarder la Bible dans le tout. Il ne faut pas qu'on tire comme les politiciens font. Quand une disposition leur plaît, ils développent. Mais quand l'autre ne plaît pas, on tait. Pour que les autres ne sachent pas. On classe dans les oubliettes. Voilà. La même chose pour la Bible, soumission, mais la Bible ajoute également l'aide semblable. C'est ça le partenariat, c'est ça également le genre, les mêmes compétences, les mêmes chances dans la société. Je dis bien dans la société, on voudrait que les hommes et les femmes contribuent au développement de leur pays. Parce que vous savez, si aujourd'hui on met les hommes et les femmes sur une balance, de tous les âges, la balance de l'homme sera comment ? Du côté de l'homme, comment ça va être? Comme ça. Parce qu'on dit que la femme est majoritaire. Oui. Mais nous, c'est pas ça. On voudrait pas... En principe, on devait être puissante dans la société. Tout à fait. C'est ça, nous, on voudrait pas, logiquement. Mais nous, on voudrait pas être plus puissante ou moins puissante. On voudrait seulement qu'on nous considère comme des partenaires, comme le dit la Bible, être semblables pour contribuer au développement de la société. Mais il y a quand même certaines femmes qui sont encore rétrogradées par rapport à leurs coutumes, qui ne les abandonnent pas. Et c'est quand même très sérieux et c'est grave. Dans certaines provinces du pays, la femme n'a rien à dire. Est-ce que vous pensez que ces femmes-là, qui n'ont pas accès aujourd'hui ni à la télé, ni à la radio, à l'information, nous avons Internet, c'est très difficile d'avoir le développement de ce concept genre émancipation dans ces coins-là? Vous avez tout à fait raison. Moi, dans mon petit parcours, j'ai été dans plusieurs ministères, conseillère juridique et tout ça. J'ai eu l'opportunité de circuler dans la plupart des provinces. Donc, à peu près 10 provinces, dont Kinshasa, dont une seule, j'ai pas été, je regrette, je cherche à y aller. C'est laquelle? Katanga. Ah bon? Oui, c'est la seule où je suis. C'est la province la plus sollicitée. Ben voilà, à chaque fois quand j'étais programmée pour Katanga, je devais aller ailleurs, dans une autre urgence, on m'envoyait ailleurs. Okay. Donc, j'ai circulé dans certaines provinces, je ne voudrais pas citer pour ne pas frustrer d'autres, mais je suis allée dans unes des provinces où cette histoire de femme qui est la chèvre, on appelle chèvre, je ne dirais pas... J'ai cité. Voilà. J'espère que nos amis du Kassai ne vont pas m'en vouloir. Voilà. C'est juste pour aider les femmes de cette province à bien se développer, à s'émanciper. Tout à fait. Donc nous sommes allés dans des coins où les femmes n'ont pas accès à l'Internet, à la télé et tout. Mais quand vous parlez aux femmes en dehors des hommes, elles vous disent qu'elles voudraient, parce qu'elles souffrent. Elles voudraient s'exprimer, mais elles ne peuvent pas. Elles peuvent même pas manger à la table. Quand les visiteurs arrivent, elles peuvent servir, mais elles doivent rester dans la cuisine. Elles se disent, mais je voudrais apprendre, je voudrais appuyer mon mari. Vous savez, les hommes, il y a des moments, je ne dis pas que comme ça, mais des hommes, parfois, ils disent des choses, mais quand la femme est là, elle fait un clin d'œil pour lui dire, là, si je peux me permettre de le dire en lingala, comme on dit à Kinshasa, ozo bima. Elle ne le dit pas, mais elle voudrait l'aider dans certaines conversations ou bien dans certaines histoires, donner son avis.
Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas s'exprimer. Ça, c'est un des exemples. Et même par rapport au mariage, on lui impose le mariage d'un vieux qui a beaucoup d'argent, beaucoup de diamants, et la famille se dit, bon, celui-là, ça sera, il va apporter la fierté dans notre famille, on offre notre enfant, sans attendre l'opinion de cette fille-là, qui est peut-être pas très âgée. Mais le jour où le monsieur qui a beaucoup d'argent, qui aimerait faire découvrir à sa femme la ville, c'est là que le problème commence. Pourquoi on dit souvent, moi c'est à Kati Singa? Parce que vous lui avez caché. Mais est-ce que sur le plan légal, il y a une disposition qui garantit le consentement, par exemple? Tout à fait. Dans le code de la famille, il faut qu'il y ait consentement. Quand il est prouvé que le consentement est vicié, le mariage doit être annulé. Et quand l'âge requis, là justement c'est parmi les articles que le code de la famille, qui sera modifié. Quand vous voyez le code de protection de l'enfant, l'âge minimum de mariage, de la majorité, c'est 18 ans. Mais dans le code de la famille, si je me trompe, c'est 15 ou 16 ans pour la femme. Ça pose un problème. Ça défavorise la femme. Ça défavorise la femme. Mais aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Dans un débat, quelqu'un disait, ben c'est vrai, vous édictez des lois, vous donnez des articles, mais qu'est-ce qu'il en est de la culture? Vous avez dit tout à l'heure, il y a certaines femmes qui sont encore ancrées dans les traditions parce que la culture, c'est des racines. Si on doit prendre la définition de la culture, c'est ce qui est enraciné. Donc pour déraciner, c'est un sérieux problème. Ça prend du temps, des années. C'est pas seulement pour le Congo, mais ça vient ailleurs aussi. Aujourd'hui, quand on voit les femmes en France, elles sont là, on se dit ah voilà, tout va bien en France. Mais voyez l'histoire de la France. Même aux États-Unis, si on parle aujourd'hui de la journée du 8 mars, quelle est l'histoire? Parce que les femmes se sont levées pour dire assez. On ne voudrait plus être maltraité, on ne voudrait plus être traité comme de moins que rien. Donc là-bas aussi, ça a été comme nous. Mais ça a pris des siècles avant que cela ne change. Mais les gens sont justement ignorants par rapport à cette disposition. Quand les parents, par exemple, suite à leurs intérêts, vous imposent un mariage, vous dites oui, sans savoir que vous avez les droits. Ce sont des cas rares d'annulation de mariage parce qu'il n'y a pas eu consentement ici au Congo. Oui, ce sont des cas rares, mais il commence à y avoir des cas qui commencent à exister. Ça commence par 1, 2, et avec le temps, ça va évoluer. Les femmes vont se lever pour dire non au mariage par imposition. Et donc, on encourage les femmes. C'est un problème de vulgarisation, mais il y a aussi des freins par rapport aux pensées de sorcellerie ou tout ça. Il n'y a pas seulement sorcellerie, même l'interprétation de la Bible. Dans certains commandements, dans un des commandements, on dit « Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient un peu plus longs dans la vie ». Et là, quand on explique ça aux enfants, il y a des parents qui en profitent pour dire « Vous voyez, même dans la Bible, il est dit que si tu m'obéis pas, tu seras maudit toute ta vie ». Et l'enfant qui a grandi, qui est né, qui a grandi dans cette culture biblique qui dit « Honore ton père et ta mère », se dit que donc les parents ont tous les droits. Ils peuvent même me frapper, ils peuvent m'imposer un mariage précoce, ils peuvent me demander de faire ci, cela. Je dois obéir parce que la Bible le dit. Les gens tirent de leur côté ce qu'ils veulent, au détriment des droits des autres. Mais pourtant, j'imagine un peu une fille, par exemple, qui n'est pas d'accord avec son mariage et qui entame une procédure juridique. Après, je me demande, est-ce qu'elle aura encore de la place au sein de sa famille? Justement, c'est ça les barrières traditionnelles, les barrières culturelles. Là même, il n'y a pas seulement ça. Imaginez une femme qui va au tribunal contre son mari. Moi, j'ai un cas dans la famille du mari, c'était un problème très sérieux. La femme était maltraitée, il y avait des violences et tout ça. Elle a supporté, elle n'arrivait pas. Mais le code de la famille, même si on dit incapacité juridique de la femme, elle ne peut pas aller rester en justice sans l'autorisation de son mari, mais on lui donne l'autorisation d'aller en justice contre son mari. Et donc, il y a certaines femmes, quand elles entendent ça, elles disent « moi, je vais ». Et quand il y va, même sa propre famille sait qu'elle est maltraitée, elle a des bleus partout, mais on lui dit « Okoy Mundele, tu deviens une blanche, chez nous ça se fait pas, tu vas accuser ton mari, ça c'est quel genre de femme ?» Tu violes les traditions. Tu violes les traditions. On oublie que cette femme-là souffre des maux incroyables, on oublie, mais pourtant ça se trouve là. Je vous dis, cette femme-là commençait, une autre quand elle verra, elle dit « Elle n'en est pas morte, donc je peux le faire ». Donc c'est des exemples à vulgariser pour arrêter que certains parents qui profitent de leur autorité pour faire n'importe quoi sur les enfants. De la même chose, certains maris qui profitent de la soumission
de certaines dispositions de la Bible ou de l'autorisation maritale du Code de la famille pour faire des extravagances. Puisqu'on y est déjà, j'aimerais quand même qu'on puisse approfondir ce dossier sur le Code de la famille. Aujourd'hui, le Code est en révision au niveau du Sénat. Quelles sont les dispositions qui posent problème, d'abord par rapport à l'intérêt de la femme? Je crois qu'on en a cité déjà quelques-unes. Il y a l'âge de la majorité pour le mariage, il y a l'incapacité juridique, parce que la femme qui est mariée devient incapable juridique. Donc elle doit avoir l'autorisation de son mari pour... c'est un peu... Est-ce que c'est pas normal de... C'est pas du tout... Moi je pense que c'est pas normal. C'est pas du tout normal parce qu'aujourd'hui, les femmes qui étudient... L'homme est le chef de la famille selon ce même code, n'est-ce pas? C'est des notions différentes. Hein. Je vais y aller progressivement. L'autorisation maritale, aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne veulent pas se marier parce qu'elles se disent « Moi, j'ai étudié, j'ai des ambitions, mais je risque d'être... quelque part freinée dans mon élan parce que j'ai comme l'impression que mon fiancé, là, il est le genre pas autorisé à travailler. Donc, on reste en concubinage. Et on dit que le concubinage dans notre culture, ça passe pas. Mais avec le temps, cette histoire d'autorisation maritale va développer le concubinage ou le pax, comme ça se fait en France, à cause justement de cette... Les mariages de contrat, tout ça. Tout à fait. Et donc, pour moi, je pense que l'autorisation maritale, qui est en principe positif, dans la pratique, il y a des abus. On doit changer la notion de l'autorisation maritale comme ça avait évolué. Ça a failli évoluer. On a fait un semblant d'évolution par rapport au Code du travail qui dit que la femme n'a plus l'autorisation. S'agissant de l'autorisation maritale, on renvoie au droit commun. Mais on renvoie au droit, le droit commun, c'est le Code de la famille. Donc, quelque part, ça n'a pas vraiment changé. Mais quand on dit homme-femme de ménage, cette notion-là, elle est différente. C'est comme dans la société, il faut qu'il y ait une hiérarchisation. On ne dit pas que chef de ménage, vous êtes dictateur. Non, on voudrait juste organiser parce que la société commence par la famille qui en est la base. Il faut que la configuration de la famille s'étende dans la société. Donc, ce que vous voyez dans la société, en fait, c'est les débuts de la famille. La famille doit être organisée. Il y a un père qui est là, qui est le chef de ménage, qui doit essayer de contrôler. Et à côté, il y a la vice-chef de ménage ou la vice-présidente, si on peut le dire, qui essaie d'appuyer. Donc, l'aide semblable. Mais cette personne à qui on accorde cette responsabilité de chef de ménage est naturellement aussi déjà chef. De par sa nature, l'homme est fort, l'homme a l'autorité. On le lui concède, on concède ça, on accepte que l'homme est... On concède. C'est pourquoi on dit il y a la hiérarchisation de la société qu'on ne peut pas rejeter. On concède à l'homme son autorité, son orgueil d'homme. On aime bien qu'il soit ainsi, sinon on dit on doit le diriger comme... non, on aime qu'il soit autoritaire, on le lui concède, on ne peut pas le retirer. Mais si on rentre dans le Code de la famille, chef de ménage, justement par rapport à l'organisation de la famille, mais si vous regardez les articles suivants disent l'homme et la femme participent aux charges du ménage. Cela ne veut pas dire que le chef, il est là comme dictateur, il fait tout, il doit tout apporter. La femme, on ne précise pas la femme qui travaille, qui ne travaille pas. On dit l'homme et la femme sont chargés doivent prendre en charge les besoins du ménage. Donc cette responsabilité incombe aux deux. D'où d'ailleurs dans le code civil, on parle de la responsabilité, l'autorité parentale sur les enfants. Hein, il y a une amélioration, on met l'homme et la femme qui sont responsables de leurs enfants. Du ménage, disons. Voilà. Indifféremment du système matriarcal ou patriarcal. Là, c'est, oh non, les enfants dans le matriarcat, les enfants des nocos, des oncles maternels. Au patriarcat, ce sont les enfants du père. Non, le code de la famille, le droit dit l'autorité parentale. C'est l'autorité de l'homme et de la femme, papa et maman. Donc, mais il y a quand même des concessions non, au niveau du mariage, ou peut-être avant le mariage, pendant la période des fiançailles, une période qui nous permet de nous connaître mutuellement. Vous devez déjà savoir que cet homme, il est là pour garantir une certaine indépendance sur... les plans qui requièrent l'indépendance, et celui-là, je crois que c'est un peu dangereux. Il y a quand même cette période-là qui nous permet de déceler si ça va ou ça ne va pas, et d'avoir des concessions, de faire des concessions. On va dire que je suis peut-être très sévère. On dit, voilà, la juriste, là, elle est très sévère. Mais moi, je peux oser dire que les fiançailles, c'est de la plus grande période d'hypocrisie.
Comment ça? Parce que quand on voudrait, on se dit, je dois épouser cette belle dame Feza, elle présente bien, elle parle bien, je voudrais la voir, je veux mettre toutes les batteries en marche. Et le contraire aussi, hein, que je voudrais prendre cet homme-là qui est bien, il présente bien. Vraiment, je pense qu'avec lui, je peux avoir un avenir radieux. C'est pas une totale hypocrisie, mais c'est une hypocrisie partielle. On ne montre pas tout son caractère. Peut-être que quand on se fâche sérieusement. Et on essaie de se retenir. Et si elle ou il voit que je me fâche de telle manière, il va avoir peur, il va me fuir, il va me quitter. Donc ça ne sert à rien alors de passer à cette période-là de fiançailles. J'ai dit une hypocrisie partielle. Parce qu'il y a des moments, chasser le naturel, il revient au galop. Parfois, on sort ses habitudes, on montre, on est naturel. Oui, parce que bon, on ne va pas se cacher tout le temps. On montre, mais quelque part, on veut paraître la meilleure ou le meilleur. Tout à fait, pour séduire davantage. Pour séduire, c'est qui est normal. Mais on se découvre. Et ces concessions-là se font dans le mariage. C'est là que ça commence. Parfois, vous entendez des... Oh, moi, c'est Nini. C'est pas la même personne. Ça commence à capoter, ça devient des problèmes. Parce que c'est pas la même personne que j'ai connue avant. Mais pourtant, c'était la même personne. C'est pourquoi on conseille aux fiancés de montrer ce qu'ils sont effectivement. Cela est difficile parce qu'on doit séduire. Pour séduire, on fait tous les atouts, ce que peut-être on n'était pas, mais bon, les fiançailles, c'est quand même une étape nécessaire pour connaître la personne d'une certaine manière, à qui on a affaire. Et comme en Afrique, on n'épouse pas que la personne, pour connaître la famille, on va mettre les pieds. Il y a des moments où vous, le couple, vous êtes bien, vous entendez bien, mais ceux qui vont vous diviser, c'est les familles. Il y a certaines familles qui vous encouragent à rester ensemble. Il y a d'autres, si vous ne les avez pas bien connus avant, vous aurez de sérieux problèmes. Ça devient un problème Donc, sérieux. Mais vous êtes quand même juriste et avocate en même temps. Est-ce que au niveau de la loi, vous traitez aujourd'hui beaucoup de cas de divorce, ce qui n'était pas le cas avant? Selon vous, une petite analyse, qu'est-ce qui est dû à ces divorces précoces? Oui, par rapport 2 ans après le mariage, c'est dissous. C'est quoi exactement maintenant? Par rapport aux cas que nous recevons, fréquemment et récemment, je peux parler de 2 cas. Il y a 2 problèmes qui se sont posés. Le premier problème, c'est par rapport à une dame qui a fait effectivement seulement 2 ans de mariage et qui veut divorcer. Aujourd'hui, quand vous lui parlez de son mari, elle est traumatisée. Elle a connu des violences ou Elle a connu des violences. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais il y a vraiment, on peut appeler le viol conjugal. On va dire le viol conjugal n'existe pas, mais moi je vous dis ça existe et d'une certaine manière, et des manières cruelles. Mais ça existait depuis toujours. Les femmes sont plus averties alors maintenant. Parce qu'elles sont averties aujourd'hui et elles dénoncent. Hein. Dans la campagne de dénonce, ça a quand même... Oui, ça portait quand même des fruits. Ça a quand même porté des fruits. Aujourd'hui, les femmes ont le courage de dire voilà ce qui se passe dans ma maison. On a vu cette femme-là, c'est une très belle femme, très intelligente, mais elle est traumatisée. Elle a essayé de garder. Il y a l'homme qui part, je vais à la retraite, mais elle se lève un jour pour dire non, l'homme se retrouve dans un autre pays. Mais comme il y a le roaming maintenant, parfois elle appelle, l'homme raccroche. Envoie-moi un SMS. Pourquoi j'envoie? Mais tu es où finalement? Il est de l'autre côté. Alors que vous êtes époux, vous êtes homme et femme. L'homme se déplace sans rien dire à sa femme. Parce qu'il dit c'est l'homme, tu dois te soumettre. Ça serait plus flagrant si c'était la femme. Tout à fait. Ah, celle-là, c'est une pro. Donc il y a violence conjugale, il y a le mensonge dans le mariage. Et ce qui a fait divorcer la femme, c'est les violences. Mais il faut voir l'origine. Avant, quand nos pères et mères se mariaient, il y avait une autre considération du mariage. Pourquoi on se mariait? Mais aujourd'hui, je peux dire que nous, on se marie pour la frime. Je vois tel qui se marie, j'aimerais me marier. Je vois que tel autre s'est marié, elle est bien, elle a une voiture, elle a une belle maison. Je voudrais avoir la même chose et je me cherche un donateur, entre guillemets. Ça. Voilà. Je me marie, je me case, mais l'objectif c'était... En fin de compte, c'est une déception. Une déception. Quand elle arrive dans le mariage, elle a tout ça, elle a un bon salon, un beau salon, elle a une belle voiture, mais elle se dit c'est pas ça, je suis malheureuse. Et après un certain temps, le mariage se dissout, il y a des problèmes sérieux. Aujourd'hui, si vous regardez bien, c'est ça. Et il y a des hommes, ça c'est du côté des femmes, il y a des, convenables, voiture tout de suite, bon voilà, j'arrive.
Simplement ça. Mais quel est le soubassement de son mariage? Et quand il prend une femme, les autorités bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui a poussé l'hydroquinone à bien fonctionner sur le marché, parce que les hommes voudraient des femmes très claires, qui paraissent bien. Quand elles se maquillent, elle est très belle. Et donc, ces hommes-là prennent ces femmes qui sont aussi intelligentes, belles, mais prennent les femmes dans cet objectif-là. Et dans l'évolution du mariage, étant donné, quand vous vous aimez pas, quand vous vous connaissez pas, vous vous supportez mal. Et donc, quand on se supporte plus, ça devient des querelles, ça devient des insultes. On se dit, mais cette personne, c'est elle vraiment qui peut me dire des choses comme ça? Ça devient des causes de divorce. Il y a plein. Il y a même les familles qui sont des causes de divorce. Les familles qui se disent, celle-là, cette femme-là, aïbiko l'ambaté, aïbiko ça la beauté. Non, mais quand c'est le cas, qu'est-ce que la famille fait? C'est par rapport à l'intérêt de leur enfant. Si ils trouvent que l'homme ou le fils se retrouve dans les bras d'une femme qui n'assume pas ses responsabilités. Ça dépend de quelle responsabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, Africaines, il faut la femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est un problème très sérieux. Mais pour apprendre à faire la cuisine, ça prend combien de temps? Il faut avoir la volonté. Tu vas apprendre à faire la cuisine après une trentaine révolue. Pourquoi ne l'avoir pas fait en amont? Parce que tu étais appelée familles qui n'ont pas appris à leurs filles la cuisine. Ils ont eu des cuisiniers, des bonnes, des domestiques qui le faisaient à leur place. Et cet homme-là a trouvé cette femme dans ces conditions-là. Mais il y a aussi des filles qui sont paresseuses. Oui, il y a des paresseuses. Mais moi, je veux dire, d'un autre côté, l'homme, lui, il a vu d'autres qualités en cette femme qui sont peut-être pas faire la cuisine. Il se dit, on aura une personne qui va faire la cuisine à la place, mais les qualités qu'ont cette femme, je ne peux pas les trouver ailleurs. Quand l'homme digère, il n'y a pas de problème, la famille n'a pas vous savez, c'est un sérieux problème. Il y a des hommes qui, quand la famille parle, c'est ma famille, je ne sais rien faire, sinon je vais avoir des problèmes. S'ils sont des enfants, ça va retomber sur les enfants. Ça, c'est la mentalité. C'est quand même très complexe, ce dossier. C'est très, très complexe. Donc, il faut qu'il y ait la culture, notre culture, on doit être fier de notre culture, mais il y a certains aspects, on doit déraciner. Certains aspects qu'on doit déraciner. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler de votre ONG R2 Congo. Les deux, c'est deux chiffres. Pourquoi cette dénomination? Ça paraît quand même bizarre. Il y a deux Congos ou comment? Il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Oui, donc nous avons un siège à Kinshasa et nous avons un siège au Congo-Brazzaville. Donc nous avons voulu créer un réseau qui parle de l'approche genre et à Kinshasa et à Brazzaville, parce que comme vous le savez, les deux pays sont, on dit, les villes les plus rapprochées. Mais les deux capitales du monde les plus rapprochées. Nous avons les mêmes langues, les mêmes tribus, parfois les mêmes cultures. Nous partageons presque les mêmes réalités. On s'est dit, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour réfléchir? Comme on le fait pour SADC, COMESA et autres. Nous, on s'est dit réseau de Congo pour le genre et le développement. Et quels sont vos axes d'action? C'est la formation des femmes, le renforcement des capacités. Les femmes dans tous les domaines. Quand vous venez au R2 Congo, vous trouvez tout le monde. Les juristes, les économistes, les maraîchères, tout le monde, toutes les femmes, et même les hommes, toutes les catégories sont là pour un échange d'expériences. Nous faisons des descentes également sur le terrain, à part l'objectif de renforcement des capacités des femmes, par des formations, des journées d'information. Nous faisons également, étant donné qu'il y a aussi plusieurs juristes dans le réseau, des consultations juridiques gratuites à l'attention de la population qui ignore justement leurs droits. Nous descendons en collaboration avec une autre ONG qui s'appelle Observatoire Congolais pour la Justice, donc OCJ. Nous faisons des descentes sur le terrain, nous allons dans les communes. Nous avons commencé cette campagne, nous nous sommes arrêtés à cause des moyens, mais nous continuons les consultations juridiques dans nos bureaux. Et même quand on a l'occasion, gratuite. Pas dans les cabinets, je dis pas dans le cabinet d'avocats. Au niveau des ONG, oui. On sait qu'avec les avocats, il faut avoir des poches bien remplies. Même si au Conseil de l'Ordre et au barreau, il y a une structure qui s'occupe des consultations. Le bureau des consultations juridiques gratuites existe. Donc il faut qu'on vulgarise aussi pour que la population sache qu'il existe, ce bureau-là. Mais dans le cas de l'ONG, il y a des bureaux, enfin il y a le bureau de l'ONG qui reçoit des gens qui viennent pour des consultations juridiques gratuites. Je ne dis pas suivi de la procédure judiciaire, j'ai dit consultation juridique gratuite. Et à quoi ça sert d'entamer une consultation juridique gratuite pour ne pas poursuivre? Vous savez, pour la procédure judiciaire, le principe c'est que ça coûte rien, mais la pratique dit que ça coûte cher. Parce que vous, les avocats, vous demandez la tête, pas nécessairement pour les avocats. La procédure judiciaire devant les cours et tribunaux, parfois, on demande ceci, on demande cela. Et souvent, la population que vous recevez dans les consultations juridiques est démunie.
exceptionnellement, il y a certains dossiers qu'on prend à charge. On va jusqu'au bout, hein, jusqu'aux procédures judiciaires. On sait que ça va pas nous prendre beaucoup de moyens. On y va parce qu'on n'est pas financé par rapport à ça. Oui. On le fait volontairement. Donc c'est vraiment, même les avocats qui sont là, les autres juristes qui ne sont pas avocats qui viennent là, ils le font volontairement. Mais il faut payer quand même pour certains leur transport. Et l'ONG ne vit que par des cotisations. On n'a pas encore des dons. On existe. Vous n'avez pas de partenaires? Non, on n'en a pas. Enfin, on essaie de contacter, mais bon, quand on dit ce qu'on fait, c'est des félicitations, des encouragements, mais tenir la pause, c'en est une autre. C'est une autre étape. Donc, nous continuons à faire des appels de fonds. Ceux qui veulent bien nous soutenir, on est là. Mais est-ce qu'au niveau de vos structures, par exemple, vous soutenez les femmes, je prends un cas comme ça, des violences, il y a des avocates qui se portent garantes à soutenir ces genres de cas pour des plaidoyeries, par exemple? Elles le font avec, je dirais pas avec plaisir, mais avec engagement. Hein. Je vais donner l'exemple d'un cas qu'on a suivi quand on a commencé les consultations juridiques gratuites. Oui. Un cas particulièrement d'une dame, elle ne trouve pas d'inconvénient qu'on cite son nom, Madame Jeanne Bellou. Oui. Elle a été déshéritée, enfin ses enfants ont été déshérités, elle a été dépouillée des biens, elle est veuve depuis 19 ans. C'est après seulement 19 ans, avec notre petite contribution qu'elle a pu recouvrer. Et aujourd'hui, elle est épanouie, ses enfants étudient normalement. Donc, elle est venue nous poser le problème. En fait, je crois qu'elle avait suivi à une des émissions d'une des chaînes. Elle a suivi, on est passé pour annoncer le début de la campagne. Et elle passait à cette émission-là. L'animatrice ou les personnes qui participent disent, mais nous, on connaît une femme, essayons de l'emmener là-bas. Elle l'a emmenée à l'ONG, on a parlé avec, on lui a demandé si elle pouvait faire un témoignage public de son cas. Et lors de la cérémonie de lancement, dans le programme, on met témoignage. Il y avait la vice-ministre de la Justice qui était là. Et donc la femme commence à raconter et son fils, elle parle à un moment, toute l'émotion est revenue. C'est pas qu'elle a fait exprès pour qu'on attire l'attention, mais c'était tellement spontané, elle a pleuré. C'est son fils qui a fini de raconter l'histoire. Son fils qui avait 2 ans quand ils ont connu cet événement-là. Et l'enfant a raconté. Aujourd'hui, nous, quand on a pris en charge le dossier, déjà du côté du parquet, du tribunal, on est allé voir, la vice-ministre s'est saisie du dossier, et quand le ministre, au moins c'était le ministre Touzolo en ce moment, quand le ministre est revenu, il s'est également saisi du dossier pour dire que c'est le ministère de la Justice. Nous avons approché le ministère. Il y avait une implication totale alors? Il y avait vraiment une implication, ils ont écrit aux instances concernées, nous on a fait la procédure qu'il fallait. Elle a obtenu gain de cause? Tout à fait, la femme a été réinstallée. Et elle, quand vous lui dites que Kindo Kieza Bundate pour que je ne reprenne pas mes biens, elle va vous dire non, c'est le contraire. Oui. Le fait de laisser... C'est un gros problème aussi d'héritage. Pour elle, elle dit que c'est le contraire parce que le fait d'avoir au début lâché, ses enfants ont souffert. Nous sommes allés voir là où elle habitait, vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça le Kindoki, le vrai Kindoki. C'est ça la sorcellerie. Donc ça, ils ont vécu la sorcellerie parce qu'ils ont vraiment souffert. Les enfants ne pouvaient pas étudier, les enfants manquaient à manger. Dites-moi, maintenant la sorcellerie... Pendant 19 ans. Voilà. Et pourtant, si elle s'était battue pour garder le peu là, parce que c'était une parcelle qui avait des portes de commerce qui pouvaient rapporter quelque chose, là, elle a été privée de tout ça et ses enfants en ont été privés. Donc, ils ont vécu des moments très difficiles. Mais quand ils ont repris tout ça, bon, voilà, aujourd'hui, les enfants étudient. Il y a un qui travaille maintenant quelque part. On a même été invité, membre du réseau, pour aller prendre quelque chose. La stabilité a été recouvrée au sein de la famille, bien que le père ne soit pas là. C'est quand même l'idéal. Hein. Tout à fait. Nous allons bientôt finir notre émission. J'aimerais quand même que, par rapport à la femme congolaise, qu'est-ce qu'il faille encore faire pour que cette femme soit davantage dans ses droits? D'accord. Avant, je ne voudrais pas que je sois un peu frappée par un de partenaires. Il faut que je reconnaisse qu'il a quand même soutenu, même votre pas campagne. Directement, non pas la campagne, une autre activité, nos journées d'information. On avait organisé en collaboration avec le guichet unique de création d'entreprises
une journée d'information pour les femmes, pour leur dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer des entreprises avec des coûts moindres, ce qui n'était pas avant, pour encourager les femmes à devenir chefs d'entreprise. Le guichet a été créé récemment, donc la journée d'activité récente aussi. Tout à fait. Donc c'était, je crois, ça a été créé, si je me trompe, avant le mois de mars. Oui. Et ça a commencé les activités effectivement vers avril-mai. Et c'est en juin que nous avons approché le guichet pour organiser cette activité. Et nous avons été appuyés, quand je dis indirectement, nous avons été appuyés par le PNUD que nous remercions à travers cette émission. Et avec le PNUD, on les a rappelés, nous ont demandé que bientôt, ils vont faire le programme de l'année prochaine, si on pouvait aller pour qu'on voit ensemble comment continuer, mais dans les périphéries. Oui, c'est important parce que les femmes évoluent plus dans l'informel. Tout à fait. Et l'informel, même pour elles, c'est un problème. Parlons, comme vous avez dit, l'accès au droit, c'est ça aussi. Droit au crédit, c'est un des droits. Droit à l'économie. Si la femme évolue dans l'informel, elle n'est pas appuyée. Mais si elle formalise, bien qu'il y a au-delà le problème des taxes et impôts, ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, j'ai lu quelque part, il y avait avant 600 taxes. Aujourd'hui, il y en a 350. Donc, il y a l'assainissement du climat, du climat des affaires qui vient quand même apporter cet appui. Donc, les femmes doivent aller dans la formalisation. Ça va les aider à faire évoluer leur commerce, à accéder au crédit mieux, parce qu'il y a certains crédits, certaines fiduciaires qui octroient des crédits, mais à quel taux? Aujourd'hui, quand cette fiduciaire-là vous donne le crédit, après, mais ça vous devient perdez... un stress. Ça devient un stress, vous perdez télé, même la casserole, maison, même pas aller jusqu'aux maisons. Je dis même c'est que les femmes là dans l'informel ont. Ils viennent chercher votre télé à la maison, vos casseroles et tout ça. Là, finalement, ça sert à rien alors de... Quand vous allez dans les banques qui ont des taux différents, je dis bien, on n'a pas le droit de citer. Oui. Quand vous allez dans certaines banques, le taux est accessible à égale proportion que les autres et vous pouvez facilement faire évoluer votre commerce. Maître Belinda, si vous fallait vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour, que diriez-vous en quelques minutes? Je dirais que notre pays donne les opportunités aujourd'hui aux femmes d'accéder à des postes de prise de décision. Le chef de l'État l'a déclaré lors de la clôture des concertations nationales. La clôture des concertations. Et les femmes doivent se saisir. La femme qui a l'information doit donner aussi à d'autres qui n'en ont pas, justement pour accéder à cette opportunité qui nous est offerte. L'accès à l'information est bien, voilà, qui justifie même la tenue de cette émission tous les vendredis pour vous femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'il n'y a pas évolution sans l'aide des hommes. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau Maître Lutandila Belinda. Vous êtes avocate et puis présidente de l'ONG R2 Congo, genre et développement. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Femmes.